Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'archipel français, la France d'outre-mer et son rôle géopolitique et économique. On l'a vu, les outre-mer ne sont pas seulement des confettis du territoire français. Ce sont des points d'appui stratégiques pour les forces françaises dans l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. Bases aériennes, marines, forces de souveraineté, l'armée est bien présente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet sensible et souvent peu connu, le lien entre l'armement nucléaire français et les outre-mer. Effectivement, c'est un sujet clé, car sans ces territoires ultramarins, la France n'aurait jamais pu se hisser au rang de puissance nucléaire mondiale. Pour commencer, pourquoi la question nucléaire est-elle aussi étroitement liée à la guerre froide? Tout part de 1945 avec les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Ces deux événements révèlent brutalement une nouvelle hiérarchie mondiale, fondée sur la dissuasion nucléaire. Rapidement, la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS devient aussi une course à l'armement atomique. Pour les grandes puissances, posséder l'arme nucléaire devient une nécessité stratégique. La France, qui sort affaiblie de la Seconde Guerre mondiale, comprend très vite qu'elle doit acquérir l'arme nucléaire pour garantir l'indépendance nationale, ainsi que pour rester dans le cercle restreint des puissances mondiales. Mais du coup, d'où vient la volonté de créer un arsenal nucléaire en France? Dès 1945, sous De Gaulle, l'idée mûrit. À partir des années 1950, le programme nucléaire français se développe dans un climat de tension internationale. Il ne s'agit pas seulement de rattraper un retard technologique, c'est aussi une question de souveraineté et de poids géopolitique. Mais il faut attendre 1960 pour voir la France rejoindre le club nucléaire avec son premier essai nucléaire réussi. Où et comment la France a-t-elle réalisé ses premiers essais nucléaires? Les premiers essais français se sont déroulés dans le Sahara algérien, alors territoire français. Le premier tir, Gerboise bleue, a eu lieu en 1960 à Regan. C'est une réussite technique, mais aussi un désastre écologique et humain pour les populations locales et les militaires français exposés aux radiations. Cette explosion, bien plus puissante qu'Hiroshima, a marqué l'entrée de la France parmi les puissances nucléaires. Ensuite, plusieurs tirs atmosphériques et souterrains sont réalisés, notamment sur le site d'Inneker. Mais après l'indépendance algérienne en 1962, ils ont dû arrêter, non? Pas tout de suite. Un accord secret avec le gouvernement provisoire algérien a permis de continuer les essais pendant quelques années. Mais ensuite, cap sur le Pacifique, dans l'archipel des Tuamotu. Les atolls de Mururoa et de Fangataufa deviennent le nouveau théâtre des essais nucléaires français à partir de 1966. Et là, ça a duré longtemps, non? En effet, 193 essais nucléaires sont réalisés au total entre 1966 et 1996. Ils sont d'abord atmosphériques, puis ils sont effectués en sous-sol. Les conséquences sanitaires et environnementales sont encore sujettes à débat. Mais pour les Polynésiens, les séquelles sont bien réelles. Donc, pour développer son armement nucléaire, la France a mobilisé ses outre-mer. Exactement, et ce choix n'est pas anodin. Il reflète l'idée que les outre-mer servent de marge sacrifiable pour la métropole. Cela a eu des conséquences environnementales lourdes, et surtout des effets sanitaires pour les populations locales et les militaires impliqués. Tout cela reste au cœur des débats et des demandes de réparation aujourd'hui. Et aujourd'hui, où en est la France en matière d'armement nucléaire? Aujourd'hui, la France conserve une force de dissuasion nucléaire considérée comme crédible. La logique, c'est que la possession de l'arme nucléaire empêche toute attaque contre le pays, car la riposte serait dévastatrice. C'est le principe de la dissuasion. Cette force de dissuasion repose sur deux piliers. Le premier est la composante océanique, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins basés à Brest, en Bretagne. Et le second est une composante aérienne, des missiles embarqués sur avions Rafale basés là aussi en métropole. Parce que la dissuasion repose sur la crédibilité, on n'a plus besoin d'essais nucléaires réels, mais on les remplace en investissant dans la modernisation, des simulations, des tests en laboratoire comme le laser Mégajoule près de Bordeaux. Ce dernier permet de simuler des explosions nucléaires sans en faire réellement. Mais donc, est-ce que les outre-mer jouent encore un rôle dans cette force de dissuasion? Indirectement, oui. Ils sont essentiels dans la posture stratégique de la France. Les zones maritimes qu'ils couvrent permettent une présence mondiale. N'oublions pas non plus
l'enjeu de souveraineté sur ces zones maritimes, parfois contestées, comme dans l'océan Indien et le Pacifique. Et dans certains cas, comme en Polynésie, les cicatrices du passé sont toujours là. Et qu'en est-il de la dénucléarisation? Est-ce un processus actif? La France a arrêté ses essais nucléaires en signant le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le TICE, mais n'a pas renoncé à la dissuasion nucléaire. La dénucléarisation est donc partielle. Elle concerne l'arrêt des essais, mais pas l'abandon de l'arme atomique. C'est un sujet qui progresse aussi dans les discours internationaux, mais en pratique, dans un monde redevenu instable, l'arme nucléaire reste au cœur de la stratégie militaire française. Et qu'en est-il en Polynésie? On parle encore des conséquences du nucléaire aujourd'hui? Oui, il y a toujours des revendications, notamment sur la reconnaissance des maladies liées aux radiations, les indemnisations des victimes et la remise en état environnemental des sites contaminés. La loi Morin de 2010 a prévu des indemnisations, mais le processus a longtemps été critiqué comme étant trop restrictif. Des progrès ont été faits, mais il reste des zones d'ombre, des demandes de transparence et de reconnaissance. Merci pour ces éclairages. On comprend que l'armement nucléaire français ne serait pas ce qu'il est sans l'appui géographique et stratégique des Outre-mer, parfois au prix de lourds sacrifices humains et environnementaux. Ce n'est pas juste une affaire de science ou d'armement, c'est aussi une histoire humaine. Oui, mais aussi coloniale, environnementale et diplomatique. Une histoire de silence et de mémoire, qu'on commence à peine à écouter et qui continue d'influencer les relations entre Paris et ses outre-mer, notamment en Polynésie. Le nucléaire est un héritage lourd, qui rappelle que la souveraineté stratégique a souvent eu un coût humain et écologique.